Vous demandez à un homme de bonne volonté, qui n'est ni votant ni candidat, de vous exposer quelles sont ses idées sur l'exercice du droit de suffrage. Voter, c'est abdiquer. C'est renoncer à sa propre souveraineté. Vous nommez des hommes qui sont au-dessus des lois, puisqu'ils se chargent de les rédiger, et que leur mission est de vous faire obéir. Voter, c'est être dupe. C'est croire que des hommes comme vous acquerront soudain au tintement d'une sonnette la vertu de tout savoir et de tout comprendre. Voter, c'est évoquer la trahison. Sans doute, les votants croient à l'honnêteté de ceux auxquels ils accordent leur suffrage. Et peut-être ont-ils raison. Les premiers jours, quand les candidats sont encore dans la ferveur du premier amour, vous envoyez vos mandataires dans un milieu de corruption. Ne vous étonnez pas s'ils en sortent corrompus. N'abdiquez donc pas. Ne remettez donc pas vos destinées à des hommes forcément incapables et à des traîtres futurs. Ne votez pas. Au lieu de confier vos intérêts à d'autres, agissez. Les occasions ne manquent pas aux hommes de bon vouloir. Rejeter sur les autres la responsabilité de sa conduite, c'est manquer de vaillance. Je vous salue de tout cœur, compagnons. Il est beau comme patriarche, il est superbe. Mais le jeune homme, ça, c'est merveilleux. Ah oui, le jeune homme qui cherche le danger. Et qui veut mettre ses forces à l'épreuve, voir jusqu'où il peut aller. Ah oui, ça, c'est fascinant. C'est fascinant. Cette exploration des idées à l'extrême et en même temps cette surface scientifique qu'il a acquis, cet enthousiasme qu'il a suscité, ce charme. C'est la soif de vivre, c'est l'élan. L'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît, se perd dans la mousse, est l'histoire d'un infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l'argile. Elles ont été neige sur la froide montagne, molécules de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots. Le soleil dans sa course journalière les a fait resplendir des reflets les plus éclatants. La pâle lumière de la lune les a vaguement irisés. La foudre en fait de l'hydrogène et de l'oxygène, puis d'un nouveau choc a fait ruisseler en eau ces éléments primitifs.
tous les agents de l'atmosphère et de l'espace ont travaillé de concert à modifier incessamment l'aspect et la position de la gouttelette imperceptible. Elle aussi est un monde, comme les astres énormes qui roulent dans les cieux, et son orbite se développe de cycle en cycle par un mouvement sans repos. Alors, je voudrais parler quand même de la famille Reclus. Leur famille était très nombreuse, leur mère extrêmement vaillante. Elle a assumé 15 maternités. Elle a été une bonne mère, distante, disent ses enfants. Mais elle était bien trop absorbée par le matériel pour pouvoir donner à chacun la tendresse qu'il aurait voulu. Et leur père est un personnage unique en son genre. Il était pasteur. Il a voulu donner à ses fils une éducation vraiment chrétienne. D'abord, les noms. Le plus petit s'appelle Élisée, mais pour l'état civil, c'est Jacques. Et le plus grand s'appelle pour l'état civil Michel, mais en famille, c'est Élie. C'est-à-dire sont Élie, Élisée, les grands prophètes. Et leur père les destine à être pasteurs, à être de grands prédicateurs. Donc, on les a confiés à un oncle et une tante qui habitaient Sainte-Foy-la-Grande, et ils ont fréquenté le collège protestant de Sainte-Foy-la-Grande, collège minuscule par le nombre d'élèves, mais extraordinaire par la réussite de ces fameux élèves. Nous nous trouvons actuellement sur le fleuve Rhin, en correspondance de la commune de Rhinau, une commune transfrontalière. En effet, Élisée Reclus a fait ses études à Neuwied, c'est-à-dire sur les bas-cours de ce fleuve, en Allemagne, près de Koblenz, à partir de l'âge de 11-12 ans. Comme il rapporte dans ses souvenirs, chez les frères Moraves à Neuwied, il y avait en effet des élèves qui venaient de toute l'Europe. Donc cela a été important à la fois pour la connaissance d'autres cultures, pour la connaissance d'autres langues. Élisée Reclus parlait couramment presque toutes les langues européennes. À l'université de Berlin, il connaît Karl Ritter, dont il suit les cours de géographie. Karl Ritter est un géographe très important pour toute la science géographique européenne du XIXe siècle. Il y a textuellement l'idée de quelqu'un qui a tiré la géographie dans les mots de Reclus de la misérable ornière des nomenclatures pour la rendre quelque chose vivant, quelque chose de lié à l'histoire de l'humanité et aux relations de l'humanité avec son milieu. Tandis qu'avant, la géographie était plutôt un savoir d'État, un savoir qui visait à l'établissement des frontières, à la connaissance de l'État pour la volonté, pour les affaires tout à fait du prince. En 1851, Reclus rentre en France et il rejoint ici à Strasbourg son frère Élie. Il arrive dans le sud-ouest, à Orthez, tout en marchant. Et c'est, on peut dire, les derniers passages du Rhin pendant les années de sa jeunesse. Alors, l'histoire les rattrape parce que c'est le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et comme ils ont le cœur bien à gauche, ils se lancent dans une propagande vive anti-Bonaparte, ce qui fait que leur mère reçoit la visite du maire ou du commissaire de police qui lui dit « Vos enfants sont en danger, ils risquent d'être arrêtés ».
Alors elle réunit tout l'argent qu'elle a et elle les expédie sur la route. Après, il se retrouve en Irlande et alors là, il a comme un moment où l'étincelle divine le frappe. Il sait qu'il va écrire un livre, ça sera La Terre. Le livre qui paraît aujourd'hui, je l'ai commencé il y a bientôt 15 années, non dans le silence du cabinet, mais dans la libre nature. C'était en Irlande, au sommet d'un tertre qui commande les rapides du Shannon, ces îlots tremblant sous la pression des eaux et le noir défilé d'arbres dans lequel le fleuve s'engouffre et disparaît après un brusque détour. C'est là, dans ce site gracieux, que naquit en moi l'idée de raconter les phénomènes de la Terre. Et sans tarder, je crayonnais le plan de mon ouvrage. Les rayons obliques d'un soleil d'automne doraient ses premières pages et faisaient trembloter sur elles l'ombre bleuâtre d'un arbuste agité. Il a déjà en lui cette vocation géographique. Donc, il part parce qu'il sait qu'il fera quelque chose, qu'il a dans sa tête déjà un plan. Il est, à ce moment-là de sa vie, au bas de l'échelle sociale. Donc, il débarque à la Nouvelle-Orléans, et là, il prend sur le port, il devient docker. Très fier. Chère mère, il paraît que l'oncle reclus a été ulcéré de savoir que j'ai été portefaix. Quant à moi, c'est là un des souvenirs les plus agréables. Chère Ellie, je suis seul dans une grande maison. 2 fois par jour, je vais donner des leçons d'ABC à des enfants qui l'apprennent depuis 4 ans sans le savoir encore. Je t'enverrai bientôt un article sur le Mississippi. Il faudra que tu attendes plus longtemps avant que je t'envoie un article sur l'esclavage. Je t'enverrai des sous. J'ai mes raisons pour filer. Ces raisons-là sont folles, cela va sans dire, et c'est justement pour cela que je les aime. J'irai devant moi, et je m'arrêterai quand j'aurai vendu mon dernier bouton. C'est là que je tâcherai encore de violer la misère pour lui faire procréer un morceau de pain. Je me ferai berger, ou tondeur de chien, ou professeur d'obstétrique, pâtre en bâtiment. Ou bien même, je me badigeonnerai la figure en noir pour tâter un peu de l'état de nègre. Tout m'est bon, pourvu que je marche. Écris-moi souvent. Tes lettres me renouvellent. Après d'autres aventures, il arrive à Santa Marta, c'est-à-dire au pied de la Sierra. Ça, c'est l'émerveillement, parce que cette Sierra, elle offre une végétation inouïe absolument, inouïe, avec ce climat équatorial. Donc, il cherche un endroit, et il a une idée curieuse, il se dit, oh mais on pourrait faire une fortune à cultiver le café. Et là, il lui arrive toutes sortes d'aventures, mais il en rapporte des notes extraordinaires. Voir la Terre, c'est pour moi l'étudier. La seule étude véritablement sérieuse que je fasse est celle de la géographie, et je crois qu'il vaut beaucoup mieux observer la nature chez elle que de se l'imaginer du fond de son cabinet. Aucune description, aussi belle qu'elle soit, ne peut être vraie, car elle ne peut reproduire la vie du paysage, la fuite de l'eau, le frémissement des feuilles, le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, les formes changeantes pour connaître des nuages. Pour connaître, il faut voir. J'avais lu bien des phrases sur la mer des tropiques, mais je ne l'ai pas comprise tant que je n'ai pas vu de mes yeux ces îles vertes et ces traînées d'algues et ces longues processions de nautiles roses et ces grandes nappes de lumière phosphorescente. À la fin des années 60, je me suis installé dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pau. Or, à Pau, on n'est pas loin d'Orthez. Coïncidence extraordinaire pour moi à l'époque. Je suis tombé sur un volume, je crois que c'était La France ou l'Europe méridionale, dans une boutique d'occasion à Pau. Et à partir de là, j'ai fini
par collectionner ces livres. Et depuis, je plonge souvent dans Élisée Reclus. Surtout après que j'ai fait un gros travail, quoi. Un très gros travail où j'étais vraiment très, très absorbé. Je prends un volume de Reclus, en quelque sorte, pour m'espacer, quoi. Parce que j'y retrouve, même si les informations sont caduques, souvent, évidemment, le temps a passé, mais j'y trouve, et c'est ça qui est basique, radical et nécessaire, j'y trouve une ampleur, quoi, une respiration, une sensation du monde. Reclus est le contraire d'un géographe de cabinet. Hein. C'est un géographe qui parcourt le monde, c'est un géographe qui voyage, c'est un géographe qui se met dans l'expérience de la Terre, pas seulement une théorie sur la Terre, en quelque sorte. Hein. Et moi, c'est pareil. Ce qui m'intéresse, c'est un contact avec l'espace, et ça, c'est ça ce que je retrouve chez Reclus. C'est sentir une certaine extension, une grande respiration, voilà. Comme, effectivement, ce qu'on fait quand on s'en va marcher dans la nature. D'après votre lettre, il paraît que je vais mal expliquer mes idées. Les revoici. Ainsi donc, le plus simple est de me laisser partir pour Paris, y prendre femme, ce qui me fera un bien considérable, me donner du papier à salir et des sales écus à gagner en compagnie de mes bien-aimés. N'est-ce pas, Élie? Je pars aujourd'hui, 1er juillet, par le navire La Providence, fin voilier de Bordeaux à destination du Havre. J'espère être avec vous vers le 15 août. Pour tout le monde, c'est un échec. Il revient malade, maigre, à bout de force, c'est un échec. Mais ce n'est pas un échec, parce que quand il était à Sainte-Marthe, il a envoyé à la Revue des Deux Mondes un article sur le Mississippi. Et cet article a été publié. Il sait que sa vocation de géographe, elle va pouvoir s'épanouir, qu'il est reconnu déjà. Alors, il revient et il dit, bon, maintenant, il faut se marier, il faut engraisser, il faut s'asseoir quelque part. Très chère mère, Clarisse et moi sommes arrivés à Paris depuis mercredi soir. Tout va très bien. Il emmène cette jolie épouse à Paris parce qu'ils vont habiter ensemble. Les deux frères, leurs épouses, leurs enfants. On me fait espérer que dans 15 jours, je pourrai entrer dans mon bureau de la maison Hachette. C'est à la fois un plaisir et la régularisation de mes travaux. C'est une case. On le charge d'écrire, parce que c'est le début des chemins de fer. Qui dit chemin de fer dit voyage. Qui dit voyage, le bourgeois veut savoir où il va. Donc il y a des guides qui sont édités. Et on le choisit pour rédiger un certain nombre de ces guides. Il adore ça. Être en voyage, ça le ravit. Et puis, on le paie. C'est ça qui est merveilleux. J'aime beaucoup ce genre de vie. Se lever avant jour ou bien lorsque les nuages commencent à rougir un peu. Marcher au milieu des forêts, des sentiers, dans les herbes fraîches de rosée. S'arrêter sur le bord d'une fontaine, sous les rochers pour manger son pain au fromage. Gravir à travers les pierres qui s'écroulent et vont bondir à plusieurs centaines de mètres plus bas. Monter sur un pic pour contempler un admirable horizon de montagne. Puis redescendre sur le gazon des pentes pour gagner son dîner à la sueur de son front. Tout cela me plaît infiniment. Quand Élisée Reclus et d'autres comme lui sont en marche, ils ne sont pas dans la métaphysique, ils sont dans le physique. Première distinction. Ils ne sont pas dans la dialectique, ils sont dans le silence. Hein, c'est un moment de méditation. Moi, je parlerai volontiers en termes de marche méditative. Il fait beaucoup cela. Dans la marche
Et dans le fait d'être en dehors, d'être au dehors à sa manière, une manière qu'elle te partage, il y a plusieurs choses qui sont en jeu. Il y a un aspect sensoriel. Il a tous les sens ouverts. Il va regarder, il va humer, il va sentir. Tous les sens sont ouverts. Mais il y a aussi un côté intellectuel. La pensée s'oxygène, la pensée se libère. Il y a un élargissement de la pensée. Et puis à la fin, et ça c'est le summum de la marche en quelque sorte, le summum d'être en mouvement dans un espace ouvert, c'est que petit à petit on s'ouvre à l'univers. Dans la géographie d'Élisée Reclus, les fleuves ne sont pas des frontières parce qu'ils unissent plutôt qu'ils séparent. En effet, d'après Reclus, chaque bassin d'eau est une petite Méditerranée dans le sens d'un bassin qui favorise les échanges et qui devient tout à fait la métaphore de la civilisation. C'est une unité en tant que région historique, région culturelle, région parfois linguistique ou quand même région où il y a des échanges entre les peuples, entre les êtres humains. Chaque génération qui périt est suivie par une génération différente. Les peuples se mêlent aux peuples comme les ruisseaux aux ruisseaux, les rivières aux rivières. Tôt ou tard, ils ne formeront plus qu'une seule nation, de même que toutes les eaux d'un même bassin finissent par se confondre en un seul fleuve. Les peuples devenus intelligents apprendront certainement à s'associer en une fédération libre. L'humanité, jusqu'ici divisée en courants distincts, ne sera plus qu'un seul et même fleuve, et réunis dans un même flot, nous descendrons ensemble vers la grande mer, où toutes les vies vont se perdre et se renouveler. La frontière, c'est un mot qui a un évident lien étymologique avec l'idée de front, donc une idée tout à fait militaire. Ici, il y avait une véritable frontière armée. C'était une frontière pour laquelle des millions de personnes sont mortes. Mais il y a plusieurs façons de définir la frontière, la limite. La frontière, c'est aussi les frontières des essences végétales, de tout ce qui se déplace en effet. Reclus, en tant que géographe anarchiste, donne son interprétation qui se démarque des frontières politiques de son époque. Il déclare comme règle générale, en effet, que toutes ces frontières, les frontières naturelles qui justifient, dites naturelles qui justifient une frontière politique, ne sont que des lignes artificielles imposées par la violence, la guerre, l'astuce des rois et sanctionnées par la couardise des peuples. Les rois, c'est une métaphore, ça peut être évidemment une république aussi. Quant aux frontières dites naturelles, celles qui reposent sur le relief du sol, on les comprend à la rigueur. Mais même elles n'ont pas plus que les précédentes le droit de former obstacle entre les populations et n'ont pas non plus le droit de servir de fondement à l'organisation de la société. Il n'y a pas de frontières naturelles, l'océan même ne sépare plus les pays. Élisée, avec son frère aîné Élie,
fréquente le mouvement républicain de gauche après le coup d'État du 2 décembre. Quand ils rentrent à nouveau en France, à Paris, ils vont fréquenter les Saint-Simoniens, des Proudhoniens. Élisée va adhérer à la section des Batignolles de l'Association internationale des travailleurs, l'année même de sa création, en 1864. Il se situe dans une mouvance, on va dire, fédéraliste, de pensée libre. Il rencontre la même année Michel Bakounine. Ils ne sont pas tout à fait encore sur les mêmes positions, mais on peut dire que c'est la Commune de Paris et la participation à la Commune de Paris qui va radicaliser Élisée Reclus, en ce sens où il va dire que finalement, toute collaboration entre le capital et le travail est impossible. Et à partir de ce moment-là, donc il va rejoindre à nouveau Bakounine et participer avec d'autres, dont la fameuse fédération jurassienne, à la construction des organisations anarchistes qui vont prendre la suite du courant anti-autoritaire de cette première internationale. C'est Élisée Reclus en 1870. Il vient d'avoir quand même quelques malheurs, parce que son épouse est morte en mettant un enfant au monde, donc c'est quelque chose qui attriste énormément. Et puis, il y a la guerre qui va approcher. Mais si vous voulez, on n'est pas encore dans le drame. Le drame, ça sera la Commune. Parce que les reclus sont à Paris, au 18 mars 1871, au moment où la Commune de Paris va éclater. Cher ami, il me semble que le 18 mars est la plus grande date de l'histoire de France. C'est à la fois le triomphe de la République des travailleurs et l'inauguration de la Fédération communale. Espérons, Élisée. Cher ami, recommençons la vie à nouveau frais. Faisons comme si en sortant d'un sommeil de 100 000 ans, nous apercevions que tout est à conquérir. Patrie, liberté, dignité, honneur. Travaillons. Oublions les fatigues et surtout les dégoûts. C'est ici qu'est mon champ de bataille. Brest, 9 avril. Vous devez être inquiets de nous tous, Parisiens. Depuis le dimanche 2 avril, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la grande ville. Je ne connais que ma propre histoire. Elle est triste, mais heureusement, je ne suis point brisé. Dès le commencement de l'affaire, je me suis trouvé séparé de mon frère. Mais un de mes camarades l'ayant vu au moment de la reddition, j'ai grand espoir qu'il ne lui sera arrivé aucun mal. La grande, l'unique, la rongeante anxiété est de n'avoir pas de nouvelles des nôtres. Dans quelques jours, j'espère. J'attends devant ma porte mon fils et mon mari. Ma maison semble morte et mort aussi Paris. Depuis l'autre semaine, ils sont partis d'ici, du côté de la
ouvriers contre ceux de Versailles venus les mitrailler. « 15 mars 1872. Mes bien chers parents, depuis hier je suis libre, en terre libre. Maintenant je suis en route pour mon lieu d'exil. J'ai fait choix de Lugano. Les souvenirs de Paris sont mêlés d'atroces et d'horribles. Il s'agit pour nous d'entrer dans une nouvelle vie. Je ne vous parle pas des affaires publiques. Vous savez qu'en penser. Certes, le gâchis est immense, mais dans ce chaos fermente quelque chose de grand. J'envisage l'avenir avec ferme espérance. Élisée Reclus est anarchiste. Mais là aussi, il faut bien préciser ce que cela signifie. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, anarchisme et terrorisme sont associés, quoi. Bon. Que le terrorisme ait pu faire partie, dans certains contextes et à certains moments, de l'anarchisme, c'est sûr, l'histoire est là pour le prouver. Mais le terrorisme n'a rien à voir avec l'anarchisme propre, l'anarchisme bien compris, quoi, hein. L'anarchisme, c'est quoi? C'est un idéalisme politique qui se présente comme une alternative au libéralisme, mais aussi au communisme et au socialisme. Donc une alternative, autre chose encore. L'anarchisme, c'est aussi une méthode de pensée. Méthode, c'est un mot intéressant. Ça remonte au grec méthodos. Et le mot méthodos veut dire quoi? Chemin. Chemin. C'est ça le sens radical. Radicalisons les choses, c'est le sens radical. Donc, en tant qu'anarchiste et en tant que l'homme qu'il est, Élisée Reclus est un cheminant. C'est-à-dire qu'il ne s'enferme pas dans une case, dans un codage, dans un contexte tel qu'il soit. Il se met en chemin. Il suit une voie, et une voie qui devient de plus en plus large. Sa voie s'élargit au fur et à mesure de son expérience du monde de la Terre. Quelle anarchie! La vie sans maître pour la société aussi bien que pour l'individu. L'accord social provient non de l'autorité et de l'obéissance, de la loi et de ses sanctions pénales, mais de l'association libre des individus et des groupes, conformément aux besoins et aux intérêts de tous et de chacun. Celui qui commande se déprave, celui qui obéit se rapetisse. La morale qui naît de la conception actuelle de l'État, de la hiérarchie sociale, est forcément corrompue. De la hiérarchie sociale est forcément corrompue. La crainte de Dieu est le commencement de la La crainte sagesse. de Dieu est le commencement de la sagesse, nous ont enseigné les religions. En fait, elle est le commencement de toute servitude et de toute dépravation, nous dit l'histoire. Et on peut ajouter, nous dit la géographie. On peut croire qu'il n'est pas complètement dans le mouvement, mais en réalité il y est et à sa place. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à être un leader, de toute façon ça ne correspond pas à l'éthique anarchiste, il est à sa place parmi d'autres, aux côtés d'autres. Il a une réelle influence, à la fois en tant que militant participant dans les congrès, militant dans des réseaux affinitaires, de relais, d'exilés, de refuges, de financiers, puisque grâce à ses revenus qu'il tirait de la vente de ses livres et de son contrat avec Hachette, il pouvait aider concrètement à des journaux. Il a géré aussi les archives de Bakounine, c'est pas rien quand même, sans lui tout aurait disparu. Il écrivait alors, des mots très courts où il pouvait être passeur. Hein. Effectivement,
l'anarchie nourrit la géographie chez Reclus et réciproquement. C'est-à-dire que il tire sa réflexion intellectuelle et politique de ce qu'il a vu dans le monde, puisqu'il a beaucoup voyagé. Il a constaté l'esclavage aux États-Unis, la difficulté du mode de vie des Indiens en Colombie, la Commune de Paris, les exilés. En même temps, ces exilés anarchistes ou autres ont créé un réseau autour de lui qui l'alimente en informations sur tous les pays du monde. Donc contrairement aux marxistes qui ont une vision, on va dire, assez historique des choses, avec une succession de modes de production qui mènent inéluctablement au socialisme, Élisée Reclus, en tant que géographe, pense qu'au contraire, rien n'est fait, rien n'est joué, que les choses sont à la fois complexes, plurielles dans l'espace et dans le temps. Depuis longtemps, j'ai un projet plus considérable, celui de rédiger une géographie générale. La géographie que j'ai l'intention d'écrire, et pour laquelle j'amasse des matériaux, aurait à peu près la longueur de 10 volumes. Chaque livraison renfermerait un certain nombre de cartes spéciales, de plans, de figures, de profils, de coupes géographiques ou autres. Il y a là, je crois, un grand élément de succès. Il est évident que l'idée à l'époque d'écrire une géographie universelle, avec les bouts explicités dans l'introduction, d'étudier, je cite, cette terre bienfaisante qui nous porte et où serait si bon de vivre en frère, dit par un anarchiste exilé de la Commune de Paris, c'est évidemment l'idée de voir dans le peuple de tout le reste du monde, dans les autres, des êtres humains avec les mêmes droits que nous. Et cela, à l'époque du colonialisme, à l'âge des empires, n'était pas quelque chose de courant. Je parle de l'importance de l'exil en Suisse de Reclus, parce que c'est en Suisse que Reclus connaît une série de géographes qui étaient à la fois des militants anarchistes, qui seront ses compagnons de militance, les co-rédacteurs des journaux internationalistes qu'il publie en Suisse, les fondateurs tout à fait du mouvement anarchiste, mais aussi les collaborateurs de la géographie universelle. Au moment de son arrivée en Suisse, dans le but donc d'écrire cette nouvelle géographie universelle et surtout de l'illustrer, Reclus se met à la recherche d'un cartographe qui puisse l'assister dans son travail, et il rencontre Charles Perron. Perron s'est très bien mis à la gravure et à la cartographie, mais il était ce qu'on appelle un cartographe de cabinet. Lui-même ne travaillait pas sur le terrain, mais utilisait justement les sources que lui fournissait Élisée Reclus pour dessiner de nouvelles cartes. Dans ce fond, il y a toutes les cartes que Reclus et Perron ont utilisées pour illustrer la nouvelle géographie universelle, donc aussi bien les sources que les cartes annotées, les cartes définitives, et c'est avec ce fond de cartes que Charles Perron ensuite créera le département cartographique. Donc là, c'est les sources, grosso modo, de la grande carte en couleur du Maroc qui était quadrillée par Perron sur cette feuille, avant la gravure et l'impression. Les cartes que l'on trouve dans la nouvelle géographie universelle ne sont pas des cartes topographiques. C'est tout à fait ce qu'on appelle aujourd'hui la cartographie thématique, c'est-à-dire représenter la réalité d'après
plusieurs aspects, plusieurs points de vue et surtout d'accompagner ce qui est enfin un discours, un texte. Plus je travaille et plus je m'aperçois qu'on a tort, absolument tort, de faire de fausses représentations par carte plane, copier d'autres cartes planes sur lesquelles on ajoute le dessin du relief par divers procédés plus ou moins ingénieux, plus ou moins fantaisistes. Nous-mêmes qui nous occupons plus ou moins de géographie, nous sommes toujours trompés par les fausses représentations graphiques, quoique nous sachions en théorie la forme vraie de la courbure et du relief. À plus forte raison, ceux qui ne savent pas encore et qui apprennent avec confiance sont-ils exposés à se faire les plus fausses idées de la géographie. Ils n'ont jamais dans l'esprit que des proportions inexactes. Ah ouais, que de cartes à détruire, y compris les miennes. Demandez plusieurs fois inutilement d'effacer cette frontière. Combien la carte marquée AB est plus claire, plus agréable au regard. Les contours de la mer Noire sont trop inexactement simplifiés. Carte à refaire. Le Maghreb et l'Algérie en particulier étaient à son époque au centre de la politique française. Il avait aussi des liens de famille, notamment sa fille Magali, qui habitait là avec son mari et avec d'autres membres de la famille Reclus. Donc, à partir de 1884, Élisée Reclus effectue plusieurs voyages en Algérie, notamment dans les mêmes années où il doit rédiger les volumes de la Nouvelle Géographie universelle consacrés à l'Afrique du Nord. Il se déclare dégoûté du principe de l'occupation et il affirme très clairement que les indigènes, il parle en première personne, ont le droit, il dit, de nous mettre à la porte. C'est ce qui est assez frappant dans les écrits géographiques de Reclus, c'est-à-dire que même s'il décrit les situations à un moment donné, et certains passages sont évidemment obsolètes de nos jours, il se passe toujours dans une perspective. Donc c'est quelque chose de dynamique, et là qui correspond à son projet scientifique, épistémologique, de coupler la géographie et l'histoire, puisqu'il dit en gros la géographie n'est autre chose que l'histoire dans l'espace, et l'histoire n'est autre chose que la géographie dans le temps. Donc en fait, c'est la combinaison des deux qui permettent de comprendre les situations. À mesure que les peuples se sont développés en intelligence et en liberté, ils ont appris à réagir sur cette nature extérieure dont ils subissaient passivement l'influence. Devenus par la force de l'association de véritables agents géologiques, ils ont transformé de diverses manières la surface des continents, changé l'économie des eaux courantes, modifié les climats eux-mêmes. Effectivement, Élisée Reclus parle de l'homme comme agent géologique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est parfaitement conscient, et il le souligne en tant que géographe dans tous ses écrits, que les êtres humains modifient la Terre, son environnement. Mais qu'en même temps, l'environnement modifie, impacte, si je puis dire, les sociétés humaines. Et à nouveau, les sociétés humaines. Donc on est dans un système de cycle où il ne s'agit pas finalement de fétichiser l'un ou l'autre. À nouveau, on est dans une question de dynamique. C'est là que c'est toute la richesse et la difficulté aussi de la pensée reclusienne, c'est-à-dire que l'être humain est agent, il a cette responsabilité-là, mais non seulement par rapport à la Terre, au milieu lui-même, mais par rapport à lui-même en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce couple. Et il a cette phrase extraordinaire qui est
peut être interprété d'ailleurs de plusieurs façons, quand il dit l'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. L'homme vraiment civilisé aide la terre au lieu de se charner brutalement contre elle. Il apprend aussi, comme artiste, à donner au paysage qui l'entoure plus de charme, de grâce ou de majesté. Devenu la conscience de la terre, l'homme digne de sa mission assume par cela même une part de responsabilité dans l'harmonie et la beauté de la nature environnante. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, la réflexion environnementaliste de Reclus, elle est beaucoup sur le plan esthétique. C'est-à-dire, elle est moins sur le rapport à la vie, à ce qu'on appelle la biodiversité de nos jours, qu'au rapport à la beauté. Et pour lui, c'est très important. C'est-à-dire que si une société sait et aménage, entretient ses paysages et a conscience de leur beauté, eh bien à ce moment-là, il a cette phrase pour dire que la société, elle s'embellit. Là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent, les esprits s'appauvrissent. Voilà. Donc il est pour la plénitude de l'esprit, quoi. Et cette plénitude de l'intelligence vient d'un rapport profond, senti, pensé, expérimenté du monde. Le mot monde a chez lui un sens autre que sociopolitique. En général, quand on dit le monde aujourd'hui, ça veut dire sociopolitique, quoi, hein. Chez lui, ça veut dire un espace où vivre pleinement. C'est un sens très ancien du mot monde. En latin, le mot mundus signifiait cela. En grec, le mot cosmos signifie ça. Notre monde à nous, c'est justement très appauvri, quoi. Et heureusement, il y a des gens comme Reclus, au-delà de la littérature, au-delà de l'écriture, au-delà d'une certaine poésie, pour parler de ce monde-là, au sens plein du mot, quoi, hein. Et sa géographie universelle, c'est d'un côté un panorama puissant et poétique, je dirais, de la Terre, mais c'est aussi une idée du monde. Il a une idée, une conception du monde, quoi. Conception du monde, expérience de la Terre, plénitude de l'intelligence, tout cela ensemble donnant une poétique à tel point que je dirais, moi, la géographie universelle était dans son esprit un immense poème. Je le cite. C'est dans une lettre à un ami, vers la fin de sa vie. Vous me dites que mon poème n'est pas réalisable, que c'est un rêve. Ou bien nous pouvons réaliser ce rêve pour la société tout entière. Dans ce cas, travaillons avec énergie. Ou bien nous ne pouvons le réaliser que pour un petit nombre, et dans ce cas-là, travaillons encore et toujours. Voilà mon Reclus. Les enfants bien-aimés qui nous convoquent pour nous prendre à témoin de leur union se marient dans la plénitude de leur liberté. Nous ne vous demandons rien, mes enfants, mais vous nous donnerez beaucoup. Nous sommes fatigués, mais vous reprenez notre travail. Puis d'autres le reprendront après vous. Vous nous donnez le sentiment de la durée. Par vous, mes filles et mes fils, nous nous sentons immortels. Mais vous avez mieux que l'immortalité. Vous avez l'intensité de la vie présente. Comment l'emploierez-vous? Il ne vous suffira pas d'être heureux. Vos unions ne seront pas des égoïsmes de ménage. Vous êtes bons. Soyez encore meilleurs, plus sincères dans la pratique de la justice, plus forts dans la revendication du droit. Vous êtes parmi les heureux. Faites-le vous pardonner en travaillant pour ceux qui ne le sont point. Jurez de consacrer votre vie à diminuer le poids des douleurs imméritées qui pèsent sur le monde. Pour faire le bien, vous êtes plus forts
que vous ne le pensez. Même seul, vous pourriez agir et vous êtes unis.